Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la Fondation Pernod Ricard. Donc, pour cette nouvelle rencontre de Poésie Plateforme, des tête-à-tête assez singuliers que Jérôme Moche nous propose depuis certaines années. Donc, ce soir, nous sommes ravis de recevoir l'artiste Naël Belloufa en compagnie de l'historienne de l'art Béatrice Joyeux-Prunel pour discuter de NFT, Non-Fungible Tokens, mais pas que. Donc, je leur laisse la parole. Merci beaucoup, bonsoir. Merci beaucoup Béatrice Joyeux-Prunel, merci beaucoup Naël Belloufa d'avoir accepté cette invitation de la Fondation Pernod Ricard, donc dans le cadre de ces soirées ou de ces rencontres Poésie Plateforme. Parce que l'un et l'autre, vous êtes des chercheurs, des chercheuses de ceux qui, la citation baudelairienne emblématique de la modernité, ce sont ceux qui, et celles qui... pas forcément d'ailleurs au bord du gouffre, mais qui plongent au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Et il me semble que Béatrice Joyeux-Prunel, qui est historienne de l'art, et Naël Belloufa, qui est artiste, l'un et l'autre pratiquent intensément avec méthode, obstination, passion dans leur secteur d'activité, cette recherche. Cette recherche qui d'ailleurs ces dernières années converge en effet sur ces objets contemporains, ces NFT. Mais Béatrice Joyeux-Prunel est historienne de l'art et des modernités. Elle a travaillé tout particulièrement sur l'histoire mondiale et sociale des avant-gardes, sur l'art contemporain. Elle est actuellement professeure à Genève, en charge des humanités numériques. Elle travaille aussi sur les approches transnationales et numériques de la mondialisation, sur les méthodologies sociales et cartographiques en histoire culturelle, et aussi sur l'histoire visuelle du pétrole. Elle a été aussi, jusqu'à récemment, maîtresse de conférences en histoire de l'art contemporain à l'ENS de Paris. Elle a coordonné, fondé et dirige plusieurs et de nombreux projets de recherche et d'enseignement consacrés à la mondialisation par l'image, Artlas, qu'elle a fondé en 2009. Et puis, elle dirige et a fondé aussi depuis 2019 le Centre d'excellence Jean Monnet, Imago. Elle coordonne par ailleurs un projet post-digital sur les cultures numériques en collaboration avec de nombreux artistes contemporains. Dans son œuvre abondante, on citera notamment une publication aux éditions Routledge en 2015, Circulation in the Global History of Art, coécrite avec Catherine Dossin et Thomas d'Acosta Kaufmann. Et puis, on lui doit cette remarquable trilogie consacrée aux avant-gardes historiques. Voilà. Un des volumes est là, c'est le tome 2, les avant-gardes artistiques 1918-1945, une histoire transnationale. Les deux premiers volumes étaient sortis en folio histoire, des volumes inédits en 2016 et en 2017. Un troisième volume plus récemment est sorti, édité auprès du CNRS Éditions, Naissance de l'art contemporain, une histoire mondiale, 1945-1970. De son côté, Naël Belloufa est artiste contemporain. Il est l'un des plus inventifs et audacieux artistes de sa génération. Et son travail procède à une série de processus qui ont fort à voir avec la traduction, l'adaptation, l'interprétation en englobant toute une série de médiums, l'installation, le film, le texte, la sculpture. Il a exposé dans de très nombreuses et très réputées institutions muséales. On ne les citera pas toutes. Depuis le Hammer Museum en 2013 de Los Angeles, au MoMA à New York, à Berlin au pavillon Schinkel, et puis plus récemment à Francfort, à la Schirn Kunsthalle, et puis notamment aussi en France, au Palais de Tokyo, une exposition
frappante, une exposition quasiment d'historien d'ailleurs, pourrait-on dire, l'ennemi de mon ennemi, au Palais de Tokyo, co-conçu ou co-élaboré aussi avec Guillaume Desanges. Il a participé à de nombreuses biennales, là aussi on ne les citera pas toutes, celle de Shanghai, ainsi que plus récemment la Biennale de Venise et la Biennale d'art contemporain de Lyon. À la Fondation Pernod Ricard. Une exposition personnelle lui avait été consacrée en 2014, intitulée Entorrent et Second Jour. Et puis, quelques années plus tard, il a été commissaire en charge du 20e prix du prix Pernod Ricard. C'était en 2018. Et l'année dernière, au début de l'été, Naïb Belloufa avait conçu une journée d'ailleurs consacrée au NFT et au crypto-art. Voilà, je vais céder la parole à Béatrice Joyeux-Prunel qui va peut-être nous présenter un certain nombre d'éléments autour de ces objets qui, depuis quelques années, conduisent une partie de sa recherche. Intervention donc au sein de laquelle Neil n'hésitera pas à intervenir. Merci Jérôme pour cette invitation. Je vais d'abord commencer par un disclaimer. Je ne travaille sur le NFT que depuis peu de temps, comme beaucoup de gens qui ne s'y intéressent que depuis que ça a fait la une des journaux. Et puis, j'y travaille sur mon temps libre de prof un peu débordé, parce que plus on avance dans la carrière académique, plus c'est dur. Donc, il y a certainement dans la salle des personnes qui en savent plus que moi, à commencer par Neil. La règle, ce sera, n'hésitez pas à intervenir si vous avez des idées ou des idées différentes. On a pris, donc l'idée de ce soir, dont je me réjouis beaucoup, c'est de discuter sur le crypto-art ou les NFT, sujet très très vaste, qui peut paraître aussi extrêmement précis pour les gens qui n'y connaissent rien. Donc, il y a peut-être des gens qui n'y connaissent rien dans la salle et c'est légitime. Donc, je me propose de vous faire une introduction pour les nuls, que j'ai été, moi aussi, afin que tout le monde parte sur le même plan, et puis d'essayer de comprendre un petit peu quel est le problème, en fait, avec ma manière, entre guillemets, qui est une approche, je dirais, plutôt sociologique, socio-historique, qui sera moins historique que d'habitude, puisque là, c'est quelque chose de très récent qui se passe. Alors, vous avez peut-être ou pas, d'ailleurs, entendu parler de cette fameuse vente, la vente Beeple, on l'appelle, qui a eu lieu le 10 ou 11 mars 2021, et lors de laquelle une œuvre unique a fait un prix faramineux, qui a fait que son auteur, prénommé Beeple, voilà, 69, peut-être près 70 millions de dollars, en fait, c'était vendu en Ethereum par la maison de vente Christie's, qui pour la première fois se mettait à vendre des œuvres de crypto-art qu'on pouvait acheter donc en crypto-monnaie. De quoi s'agit-il ? On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ? Tout d'un coup, on a découvert le crypto-art, on a vu que ça existait, en tout cas pour ceux qui n'y connaissaient rien. Qu'est-ce que c'est que le crypto-art ? Globalement, c'est, on va être très simple, et d'autant plus que moi, je ne suis pas capable de coder, de faire du crypto-code, on va dire. C'est une manière d'attribuer à un fichier numérique une identité unique, un identifiant unique qui permet de le vendre. De le vendre et de vendre un unica, alors que cet unica circule en plein d'images dans le monde entier. Donc ça, c'était cette vente qui a fait se prendre conscience qu'il y avait en fait déjà une communauté qui existait d'artistes. Alors ça, c'est la tête de Beeple, qui tout d'un coup est devenu le troisième artiste faisant les prix les plus chers du monde. Vous reconnaissez ceux qui sont sur cette photo ? Le premier ? C'est le deuxième, Jeff Koons, mais le premier, en haut. Qui ? J'entends pas. C'est Hockney, voilà. Donc tout d'un coup, voilà, quelqu'un venu de nulle part, et ça a été le discours, c'était quelqu'un venu de nulle part qui devenait un millionnaire, et qui ensuite a fait d'autres belles ventes, notamment la vente de novembre 2021 de Human One, qu'il a vendu environ 29 millions de dollars. Alors évidemment, ça a fait la une des journaux, beaucoup d'artistes, j'y reviendrai tout à l'heure, se sont mis à vendre des NFT, ou plutôt à fabriquer des NFT à partir
partir de leurs œuvres numériques. Et de plus en plus d'acheteurs se sont mis à acheter et les prix ont monté. La bulle qu'on annonçait a eu lieu. Alors, est-ce que ça a été une vraie bulle? On ne sait pas, mais on pense qu'on peut la dater maintenant de l'été 2022. Tout d'un coup, les prix se sont mis à rechuter et c'est devenu moins intéressant. Mais qu'est-ce qui se passait? Alors, pourquoi il y a eu cette bulle et puis pourquoi maintenant on s'y intéresse différemment? Quand on a vu ces prix faramineux en 2021, au printemps 2021, tout d'un coup, il y avait comme un conte de fées qui se passait. Quand on relit la presse de l'époque qui nous raconte l'histoire de Beeple, c'est l'histoire de Cendrillon en version artistique. Beeple, c'était la page web, j'avais pris une capture d'écran en septembre, j'avais commencé à travailler en septembre 21 sur ces questions-là. La page Wikipédia était assez vide, mais elle disait surtout que Beeple, c'était quelqu'un qui venait du fond du lac. C'est le lieu où il est né, fond du lac. Pour les francophones, ça parle vraiment. Qui venait de nulle part, d'un endroit inconnu, père de 2 enfants dans son garage, qui fait des images. Et on nous expliquait que comme ça, du jour au lendemain, il était devenu célèbre et que donc on pouvait, grâce au NFT, sortir de l'inconnu et devenir l'homme de l'année, ce qui est le cas. Septembre 21, Beeple fait la une du JQ, devient l'homme le plus important pour les États-Unis d'Amérique. En fait, évidemment, on le sait aussi maintenant mieux, et les spécialistes le disaient, il y avait d'autres œuvres qui se vendaient très bien, notamment les fameux CryptoPunks que vous avez peut-être vu passer, j'en vous en montre quelques-unes. Et c'est à partir de là que, comme les prix se vendaient très bien, les CryptoPunks dès 2020, 2018, même 2017, commençaient très fort et se vendaient à genre 13 000, 11 000, 13 000 dollars. Non, je ne saurais pas dire combien ça se vend, Nel, tu sais? Non, tu ne veux pas savoir. C'est très bien. Mais donc, bref, le NFT a été considéré par beaucoup d'artistes comme une issue incroyable, inespérée à leurs problèmes économiques. Un problème économique en particulier pour un certain type d'artistes qui, depuis les années 60, commençaient à faire de l'art numérique. On n'appelait pas ça comme ça à l'époque, on appelait ça de l'informatique. Alors, dans le côté du MIT, même en Espagne, il y avait des groupes d'artistes qui se mettaient à coder, à faire des œuvres qui, si elles n'étaient pas traduites par du matériel, par des choses imprimées ou par des installations, n'étaient pas vendables, puisque c'était du code, puisque c'était des œuvres qui se voyaient sur des écrans, c'était pas vendable. Donc c'était un vrai problème, et c'était un vrai problème notamment pour la génération du net art. Une génération dont, en gros, en général, personne ne connaît un nom, tout simplement parce que ces artistes des années 90, ils n'ont pas pu faire carrière, puisque ce qu'ils vendaient ne se vendait pas ou n'était pas vendable. Et donc, cette génération, tout d'un coup, 20 ans après, a vu se lever comme une grande espérance qui permettait ou pouvait permettre de résoudre leurs difficultés matérielles. Et c'est ce qu'on voit à l'époque et qu'on voit encore aujourd'hui sur les sites de vente. Je passe cette slide, elle n'est pas très intéressante, mais de vente de NFT ou des plateformes avec lesquelles les artistes peuvent minter, créer des NFT et donc les vendre ensuite. L'idée, c'est désormais, vous allez enfin pouvoir vivre de votre art. Alors, d'un point de vue esthétique, aujourd'hui, ça paraît peut-être idiot, mais on pourrait dire que le NFT était d'une certaine manière un peu une révolution dans la théorie esthétique. La théorie de l'art, elle se fonde sur la valorisation d'une œuvre unique. Et ce qui se vend, c'était une œuvre unique. Et là, tout d'un coup, on pouvait vendre une œuvre comme œuvre unique, quelque chose de multiple, d'une part. Et par ailleurs aussi, la philosophie de l'art a beaucoup commenté, vous avez sûrement entendu parler de Walter Benjamin, qui était un philosophe allemand dans les années 30, qui a beaucoup réfléchi sur le problème de la reproductibilité technique des œuvres d'art. Et dans un ouvrage de 1935-39, ça dépend des publications, Benjamin se penche sur ce problème. Il dit, mais les œuvres d'art, à partir du moment où on peut de plus en plus les reproduire avec des photographies, les photographies, on les voit circuler de plus en plus dès les années 1890-1900, eh bien, plus on les voit, moins on les aime, ou presque. En gros, les œuvres d'art perdent leur aura. C'était l'idée de Walter Benjamin que je raconte de manière rapide, mais là, c'était l'inverse. Tout d'un coup, non seulement on pouvait vendre, et on peut vendre du multiple comme une œuvre unique, mais en plus, on peut faire circuler les œuvres, et plus elles circulent, plus elles ont de l'aura, en fait. C'est l'aura à l'heure de la reproductibilité numérique, c'est l'aura du like, en fait.
l'artiste a intérêt à ce que ces images circulent, sinon on les connaît moins. Donc tout d'un coup, on avait cette réconciliation des opposés sur laquelle, par exemple, André Günther a travaillé, qui est très intéressante. Là, je citerai un blog de Grégory Chatonsky, qui est très intéressant, qui est lui de la génération du net art. Il est né en 1971, je crois, et où il exprime dans son blog, à cette époque, septembre 2021, tout d'un coup, nous, les net artistes, il y avait un espoir. On se disait tout d'un coup qu'on pourrait vivre de notre art. Alors voilà. Et donc il se rappelle, il revient sur ces années 90, quand nous, on a commencé avec mes copains d'incident à expérimenter le web et ce sentiment d'émancipation qu'on avait, sentiment d'émancipation vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de l'institution, vis-à-vis du marché, vis-à-vis des collectionneurs, mais en même temps qui était aussi un sacrifice, puisque l'émancipation avait un prix, celui que on ne pouvait pas tellement vivre de son art et que du coup on était ce qu'est devenu Grégory Chatonsky, hein, c'est un artiste pour l'institution, il va de résidence en résidence, il vend quelques œuvres aussi, et il enseigne. S'il faut bien vivre de quelque chose. Donc là, tout d'un coup, l'idée, voilà, il y a une forme d'autonomie qui serait possible. Donc cette net culture a été un petit peu, ça a été, on pourrait dire, la revanche des artistes de la génération net. En tout cas, ça a été, c'est l'impression qu'on a eue. Alors, si on regarde après, quelles sont des images qui ont le plus circulé dans le monde des NFT, c'est pas nécessairement les plus belles, mais il y a quelques grands noms, entre guillemets, qu'on remarque. C'est, je dirais, deux grandes tendances qui se sont imposées. Une tendance de type art qui va puiser dans les racines du net art, qui donc monte ses pixels, fait de l'art génératif souvent, donc des images qui rappellent leur origine mécanique. Et puis de l'autre côté, un autre type d'œuvre, alors ça oui, ce sont les maisons de vente se sont lancées là-dedans, un autre type d'œuvre qui est plutôt du côté de l'industrie du cinéma, du jeu vidéo, aussi de la bande dessinée, post-bande dessinée, dont Beeple d'ailleurs, dont Beeple vient. Alors, je ne sais pas si vous êtes un petit peu renseigné sur la culture geek, qu'on appelle la culture geek en sciences sociales. La culture geek a trouvé son terreau dans la NFT. Qu'est-ce que c'est que la culture geek? D'après les sociologues, David Perron, c'est un sociologue de la culture geek, c'est une culture d'initiés, en gros majoritairement de hommes qui codent, qui restent entre eux, qui ont leur vocabulaire, et ce vocabulaire est le plus cryptique possible. C'est pareil, si vous allez sur les réseaux sociaux où justement le NFT, le monde du NFT, le monde du crypto art se développe le plus, vous ne comprenez rien à leur vocabulaire. On est vraiment dans la culture geek. On a vu se constituer un monde depuis les années 2015, fin des années 2015, fin des années 2010, donc un monde qui tourne un peu autour de lui-même, je dirais. Avec ses collectionneurs, avec ses artistes, avec son vocabulaire, avec ses valeurs. Beaucoup de valeurs héritées des valeurs de fondation d'Internet, celui de la libre circulation des objets, la libre circulation des idées, le partage, le refus du marché, du capitalisme, et il en reste aussi. D'ailleurs, Nel, tu assumes une certaine manière, certaines valeurs de cette culture, je crois. Je peux le dire comme ça. Je ne sais pas si tu seras d'accord. Mais cette culture geek, tout d'un coup, devenait compatible avec le marché. Et c'est ça qui était intéressant. Alors, juste pour illustrer le vocabulaire de ces artistes, c'est un vocabulaire volontairement familier. C'est pas le genre de vocabulaire d'un artiste de galerie qui va chez Templon où il parle pas comme ça, hein. En tout cas, peut-être maintenant c'est en train de changer, mais ouais, vous voyez ça sur leur, voilà, ils ont des pseudos, ils s'expriment avec des icônes, voilà. Et alors voilà, donc je disais tout à l'heure deux esthétiques, l'esthétique plutôt du dessin animé, c'est vraiment caricatural, hein, ce que je raconte, mais ça donne une idée. Donc esthétique du dessin animé, bande dessinée, manga, etc. Et puis l'autre, voilà. Alors j'ai pris deux captures d'écran à plusieurs mois d'écart. Quand vous tapiez NFT sur Google, vous voyez plutôt l'esthétique, je dirais, du pixel. Là, c'était septembre 2021. Donc ici, on retrouvait évidemment, on retrouvait l'œuvre de Beeple, Every Days. Il a fait une œuvre chaque jour, il les a concaténées et ensuite il a vendu ça. Là, c'est du pixel vu de loin. Aujourd'hui, quand vous faites NFT, vous trouvez ça.
Là, c'est l'esthétique du dessin animé ou qui marche le plus ou qu'on dirait comme la plus représentative. Et le NFT, évidemment, c'est beaucoup développé, notamment dans le cadre de la vente de ce qu'on appelle j'ai un trou de mémoire, les profils d'utilisateurs. Merci, Profile Pictures. En gros, vous achetez votre profil, l'image de votre profil sur un réseau social et vous le mettez en NFT. Bon, j'avance. Alors, voilà. Aujourd'hui, les collections de NFT les plus populaires, vous voyez là, ici, une esthétique pixel, très vite. Là, une esthétique dessin animé. Et là encore, une esthétique dessin animé, manga. Voilà, comme ça, on avance vite. Alors, la question, moi, qui m'intéresse, c'est pas tant ce qui se fait... franchement, me convainc pas énormément par rapport à toute la richesse de ce sur quoi j'ai travaillé sur le 19e, 20e siècle. Je suis pas... Il n'y a pas que des images. Là, je vous ai montré que des images. Il y a du film, il y a de la vidéo, il y a de la 3D, il y a de la musique. Il y a énormément de choses. C'est beaucoup plus inventif que ce que je vous montre. Et ce que je vous montre n'est pas foncièrement nouveau. C'est pas très nouveau. Ce qui m'intéresse, moi, plutôt, c'est de voir comment le crypto-art est devenu un système social-économique, et je crois qu'on va en reparler pas mal avec Neil, dans lequel il y a des gagnants et des perdants. C'est toujours comme ça que ça se passe, est devenu presque un champ aussi, un champ social. Alors là, j'utilise un gros mot qui vient de la sociologie de Pierre Bourdieu. C'est quoi un champ social? C'est un monde social dans lequel on peut faire toute sa vie, on peut faire sa carrière, on peut commencer et puis continuer. Alors, je ne sais pas s'il y a encore un champ social du NFT. Il y a un champ social clairement de l'art contemporain. On peut commencer artiste contemporain et mourir artiste contemporain. Il y a eu des époques où on commençait artiste moderne et on devenait artiste contemporain. Voilà. Maintenant, voilà. Mais dans ce champ-là, il y a toujours des pôles. Il y a des dominants, il y a des dominés, il y a des stratégies, il y a des règles, il y a des valeurs. Voilà. Et c'est ça qui m'intéresse d'observer. Alors, qui gagne évidemment dans ce monde-là? Il y a certains artistes qui gagnent. Je vous ai parlé de Beeple. Alors voilà, d'autres images qu'il fait, qu'il vendait voilà, en 5 minutes. Il vend des œuvres à 582 000 francs. Pardon, excusez-moi, je viens de Suisse, donc je ne sais plus où j'en suis sur les monnaies. Qui gagne, en fait? Est-ce que c'est nécessairement des gens qui viennent de zéro? Quand on creuse un peu chez Beeple, il ne vient pas de zéro. Il ne vient pas tellement du fond du lac. C'est quelqu'un qui a son entreprise ou avait son entreprise et qui, avant même de vendre des NFT, vendait des œuvres, des images, des animations, des choses comme ça pour, là vous voyez peut-être, Louis Vuitton, SpaceX. Alors SpaceX, c'est qui? Voilà, c'est Elon Musk. Voilà, donc déjà dans ces réseaux-là. Donc on voit tout de suite comment ce profil... Dans ce qui est médiatique, pour ce qui est médiatique, parce qu'il y a énormément de gens qui font maintenant des NFT et qui gagnent rien du tout sur mais les grands noms, voilà, c'est un peu ces milieux-là. Donc vendent pour Coca-Cola, Adobe, Pepsi, etc. Voilà, Eminem, Katy Perry, tous ces, voilà. En 2019, il faisait les images de la collection de printemps de Louis Vuitton. Donc on n'était pas du tout dans Cendrillon, quelqu'un qui vient de rien. D'ailleurs, Cendrillon, il ne vient pas de rien, d'ailleurs, si on fait la sociologie de Cendrillon. Et qu'est-ce qu'il fait quand on regarde aussi quelles sont les images qu'il fait? Il fait encore des images qui parlent de ce monde-là, qui parlent des milliardaires nord-américains, états-uniens. Alors ici, Zuckerberg, là, bon, du monde de Disney. Là, c'est Jeff Bezos. Là, c'est... on parlait tout à l'heure de lui. C'est Elon Musk. Donc, il parle de ces gens-là et peut-être qu'il parle à ces gens-là. Pourquoi ces gens-là? Parce que ce sont ces gens-là qui achètent. Vous avez peut-être vu, par exemple, qu'à un moment, Elon Musk hésitait à racheter le premier tweet en NFT, se confronter comme ça à un tel ou tel autre. On est dans un monde de collectionneurs très, très riches, évidemment, qui, normal, se regardent les uns les autres, s'observent les uns les autres, s'imitent, s'aiment ou se détestent et vont fonctionner aussi avec le NFT selon ce qu'on appelle des logiques mimétiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut montrer ce qu'on a et puis on désire ce qu'on pense que l'autre désire, même si on ne sait pas toujours ce que l'autre désire. Et c'est très intéressant de voir comment les plateformes jouent avec ça, justement. Comment vous achetez un NFT? Comment vous allez pouvoir montrer que vous avez acheté un NFT? Parce que finalement, ça sert à ça. À quoi ça sert d'acheter de l'art si ce n'est pas pour le montrer qu'on l'a acheté? C'est un bien positionnel, l'art. Bon, tout le monde le sait, ça n'empêche pas d'acheter des choses très belles et des choses
très, 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 très forte. Mais le NFT, vous allez juste le montrer sur un écran. Et quel écran, quelle taille? Vous allez le montrer sur votre téléphone, mais qui va être sûr que vous l'avez vraiment acheté, que c'est un NFT, que c'est pas juste une image? Donc il y a comme ça des techniques qui se sont mises en place pour montrer, et notamment j'aime bien cette pagouette parce qu'il explique même montrer à madame que ça vaut la peine d'avoir dépensé tout ça, etc. Donc les galeries, c'est un vrai problème pour elles et les plateformes de mettre en place tout un système social symbolique pour valoriser le NFT et pour en faire quelque chose d'intéressant. J'avance un petit peu. Quand on regarde aussi, je m'étais intéressée en septembre 21, parce que j'ai pas trop mis à jour ça pour le coup, quels étaient les grands collectionneurs de NFT. Alors au début, je pensais que j'aurais Jeff Bezos, le président du Vuitton, et que j'aurais aussi évidemment Elon Musk. Eh bien, pas tant que ça m'a étonnée. Là, je vais vous citer, oui, qui confirme ce que je disais tout à l'heure, Jamie Burke, un collectionneur, qui dit « c'est une forme de média social, de réseau social, c'est pas juste quelque chose à mettre sur un mur, c'est plus comme quelque chose comme être membre d'un club ou d'un culte ». Donc là, on a bien cette idée que la raison d'être, entre guillemets, de ce marché, elle est très sociale. Bon, je vous apprends rien. Alors, quel est le profil des plus grands collectionneurs d'NFT? Ça m'a étonné. Alors, des hommes trentenaires. Des hommes, ça m'a pas trop étonné. On est dans la culture geek. Trentenaires, ça m'a pas trop étonné non plus. Entrepreneurs, la plupart de la blockchain. Donc, ils sont jugés partis. Je vais vous montrer quelques exemples. Et puis, d'où viennent-ils? Des anciennes périphéries de la culture mondiale, de la géopolitique mondiale de la culture. Plus précisément, ils viennent d'Asie. Quelques exemples. Ici, j'ai déjà oublié son prénom. Alors, de toute façon, on ne va pas aller très loin. Ce sont des... Voilà. Justin Sun est très connu. Donc, des entrepreneurs basés à Hong Kong, en Australie, Singapour. L'acheteur qui a enchéri sur la toile de Beeple, ce sont deux acheteurs. Voilà, ici, Metakovan, ils étaient deux. Et quel est son discours quand il a acheté ça? Il a dit « c'est pour montrer que les gens de couleur peuvent être eux aussi des nouveaux Médicis ». Donc on voit se profiler comme une espèce de concurrence mondiale, globale, je dirais pas la domination symbolique dans la culture, mais montrer que ces gens-là peuvent faire eux aussi des choix qui vont changer la culture contemporaine. Estavi fait partie aussi de ce genre-là. Des Malais, lui, il est basé à Hong Kong. Donc on a vraiment, lui, il est basé en Australie. Et très intéressant, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ces jeunes gens, j'ai terminé, ces jeunes gens se mesurent à la génération au-dessus, à la génération de Bezos, des grands fondateurs de grandes entreprises Internet, à la génération aussi d'Elon Musk, pour montrer qu'ils sont aussi bien. Donc, pour montrer qu'ils font aussi bien, donc ils renchérissent sur les achats d'Elon Musk ou sur ce qu'Elon Musk dit qu'il va acheter. Et tout d'un coup, Elon Musk dit « finalement, j'en veux plus ». Donc, on a des effets de bulle. Et ça, c'est assez fascinant de voir comment ces hommes, c'est que des hommes, sont vraiment dans des logiques d'imitation, de concurrence, d'émulation, qui peuvent être très positifs parce que c'est au profit des artistes aussi et d'une certaine création. Voilà, aussi, ils se mettent en photo, serrant la pince à Elon Musk, où ils sont capables de payer $200 000 pour aller faire un dîner avec Warren Buffett. Voilà, on est vraiment presque dans le potlatch d'une nouvelle génération qui veut faire sa place au soleil de la culture mondiale et pas juste au soleil du numérique mondial, qui crée des musées, etc. Alors, je termine en disant que ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a plusieurs défis, en fait. On a un modèle économique nouveau possible pour les artistes. On a aussi un modèle économique, culturel, qui permet à de nouveaux acteurs de rentrer sur la scène internationale de la culture, alors que jusque-là, personne ne s'intéressait vraiment à eux. Les collectionneurs chinois,
il n'intéressait personne. Avec les réseaux sociaux, avec ses collections, avec le fait qu'ils renchérissent et qu'ils sont en concurrence avec Elon Musk et tutti quanti, tout d'un coup, on entend parler d'eux. Donc, il y a une espèce de carambolage de deux milieux qui se fait grâce à ces technologies numériques que je trouve très intéressant et qui, en même temps, pose un vrai problème aux artistes. Alors, le problème aux artistes, c'est avec ça que je conclurai, c'est comment vivre, évidemment, mais aussi pas seulement, c'est que, et ça, Warhol l'avait déjà vu, et Picasso même l'avait vu. Picasso, quand il faisait un dessin, il créait de la monnaie. Il créait un dessin, il le vendait 20 000 balles et c'était bon. Il faisait de la monnaie. Il était faux monnayeur ou vrai monnayeur. Mais ça a été le cas de Warhol aussi. C'est pas pour rien que Warhol se met à faire de la fausse monnaie ou de la vraie monnaie, de faire voilà. Et le NFT, c'est ça aussi. Un artiste, quand il mine une œuvre, il crée de la monnaie. Donc il y a quelque chose de très singulier qui se passe et dont je pense Nel parlera beaucoup mieux que moi, mais qui est très intriguant parce que à la fois il crée de la monnaie, mais est-ce que c'est ce qu'il fait vivre ou pas? Est-ce qu'il est légitime à le faire? Voilà, c'est une vraie question. Et en même temps, quand on crée de la monnaie, quand on est dans le monde de l'art, a priori, on est contre l'argent. Donc quand on crée de la monnaie et quand on fait de l'argent, on est en train de se contredire, on est en train de vendre son âme au diable, etc. D'où la dernière œuvre avec laquelle qui est une des premières œuvres plutôt avec laquelle je voudrais terminer, I'm a Coin, d'un artiste Kevin Abosch, dont vous avez peut-être entendu parler parce que c'est un photographe qui vendait très bien ses photos avant de venir au NFT. Il ne fait pas que ça, évidemment. Il a fait une œuvre que je trouve très intéressante qui s'appelle I'm a Coin, qui est un projet. Donc je suis une pièce d'argent, je suis aussi un token, je suis un jeton. Et qu'est-ce que c'est que cette œuvre? C'est plusieurs choses. C'est 100 œuvres physiques, c'est écrit sur la page web, et une édition limitée de 10 millions d'œuvres virtuelles intitulée I'm a Coin. Et les œuvres physiques, c'est quoi? C'est un tampon avec une encre qui est son propre sang. Et le texte tamponné, c'est la clé des 10 000 NFT ou de 1, je ne sais plus exactement parce que ça me dépasse ces questions techniques, de ces œuvres-là. Donc comment, au fur et à mesure, on voit se profiler quelque chose d'assez nouveau où l'artiste ne sait plus trop s'il est sa monnaie, l'œuvre est sa monnaie, qu'est-ce qui est devenu quoi. Je trouve que c'est intéressant et que ça ouvre peut-être des débats qui t'intéresseront, Nel. Être une planche habillée sur pattes, c'est la fonction d'un artiste. On crée de la valeur avec un bout de bois et il y a un capital social qui est créé, qui est valorisable, etc. Ce qui est intéressant dans la description qui a été faite sociologiquement, parce que pour être franc, la description qui a été faite là, c'est la même en art contemporain, mais elle est accélérée et transparente ici. Donc ici, on est chez Ricard, mais principalement d'habitude, c'était le luxe et l'immobilier qui ont construit notre domaine, quoi, ou aux États-Unis ou des banques. Et donc en fait, l'art, ça sert à représenter le puissant, quoi. Enfin, le dominant, et après on l'offre à la société gratuitement parce que ça va les ouvrir. Mais c'est aussi parce qu'ils n'y ont pas accès. Et je pense que le jeu de dire j'ai acheté un bout de bois à 50 000 balles, on y est déjà. On l'a déjà dans notre univers. Là, ce qui est intéressant ici, c'est que intéressant, c'est pas le mot. Mais la réalité, c'est que je pense réellement que à un moment dans les recherches Google récentes des projets NFT qui fonctionnaient, il y avait des trucs et je pense que ça vient d'abolir la bataille de l'image et la bataille de la représentation. En fait, en gros, les images sont plus très importantes. Vous avez vu, mais elles ne le sont déjà plus, je pense. On l'est plus et ça fait pas mal de temps qu'on cache des choses sous des images. Donc, en art, on va faire de la sociologie politique en peignant quelqu'un, mais en le vendant quand même à la même personne qui exploite cette personne. Et puis, c'est une mécanique avec un malaise d'autocritique. Enfin, moi, j'ai travaillé comme ça a été mon fonds de commerce, quoi. Le truc qui est intéressant d'un point de vue presque négatif, quoi. Mais quand les gens ils se battent pour acheter une image, ils se battent pour le modèle économique qui est derrière, donc pour le modèle politique de la chose. Donc les trucs des singes, là, les gens clairement qui y adhèrent, ils adhèrent à une Ponzi, une mécanique de Ponzi accélérée, où ils vont gagner parce qu'ils sont arrivés plus tôt que les autres. Mais en fait, la mécanique de Ponzi, déjà l'accélération de la mécanique de Ponzi, on l'a inventée, nous. En art contemporain, quoi. Des gens qui prennent de la valeur à 20 ans en allant dans une foire. Même avant, dès le fauvisme, on a ça. Oui, le fauvisme, l'impressionnisme. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a les accélérations, on accélère, et on retire les capacités, on n'a plus besoin de savoir peindre, on n'a plus besoin de savoir ce truc, et puis on est le CEO de notre propre identité déjà. Donc en fait, le modèle qui est là, et puis vendre des assets numériques,
enfin vendre des objets numériques ou des choses comme ça. Enfin, moi, j'ai déjà vendu des vidéos. Donc, c'est une mécanique que je connais déjà. Et dans des jeux vidéo, il y a des gens qui achetaient déjà des trucs. Donc, il n'y a rien de nouveau dans ce... Enfin, rien de nouveau. En soi, ce n'est pas nouveau. Là, ce qui est hyper effrayant, c'est l'accélération. Et l'accélération, elle est liée à un vide qui a été laissé par les secteurs culturels pendant la pandémie. Où tout d'un coup, il y a Internet qui a dit, avant, il y avait le luxe, c'était les papas. Il y avait le cinéma, l'entertainment. Il y avait d'autres mécaniques culturelles qui dominaient, financées par des maîtres, des lords. Et puis là, il y a des nouveaux lords qui se sont dit, il y a un trou, le jeu vidéo, ils ne le prennent pas trop, les GAFA, ils ne se positionnent pas. Eux, ils essayent d'y aller. Donc ça a créé ça, une esthétique ou d'un truc. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est en fait, l'art en soi, je m'en fiche un peu. Mais en général, concrètement, le truc qui est fascinant, et c'est le moment où je peux défendre ces choses-là, mais pas défendre une esthétique. Enfin, vraiment, même dans la pratique, à la base, je m'en foutais. Les formes, elles naissent des contraintes. Donc moi, j'avais les contraintes ou la chance d'avoir ces contraintes. Hein. C'est pas négatif, quoi. Mais j'avais la chance d'avoir accès à des white cubes, donc j'ai fait des trucs qui peuvent rentrer dans un mur blanc, quoi. Mais il n'y avait pas de sincérité formelle autre que je fais des choses par rapport au système qui me permet de le faire. Donc eux, l'endroit où ils ont vu pour faire des portraits, ils se sont dit, il y a des profils pictures sur Twitter, on va faire ça. C'est pas le... Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que donc imprimer des billets, qui est la fonction d'un artiste, c'est aussi ce que font les banques. Sans transparence, quoi. C'est la mécanique. En 2008, il y a eu une première impression récente. Pendant le Covid, on a réimprimé. Et puis là, ça vient d'être... la semaine dernière, ils ont imprimé 158 milliards. Donc, il y a une banque qui a tombé, il y a eu 2008, et puis on a imprimé. Donc, cette impression et cette maîtrise de l'économie, c'est aussi la maîtrise du pouvoir, quoi. C'est-à-dire que maintenant, quand le système ne peut plus fonctionner, il y a des gens qui appuient sur un bouton, ça imprime, on remet, et puis ça continue dans la même mécanique en prenant des paris risqués. Et là, ce qui est hyper rigolo et ce qui est intéressant avec la blockchain, et c'est ça mon intérêt dans ces choses-là, c'est que c'est une économie décentralisée. Décentralisée, ça veut dire qu'en gros, pour l'instant, un système bancaire, il y a plein d'intermédiaires entre moi et la banque centrale. Il y en a 7, quoi, ou je sais pas quoi, pour aller d'ici aux États-Unis. Et c'est une banque sur une banque sur une banque sur une banque, avec à chaque fois un registre Excel et un bouton. Registre Excel, bouton. Registre Excel, bouton. Registre Excel, bouton. Donc le transfert, il fait pop, 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 pop. Mais en fait, à n'importe quel moment de la chaîne, on appuie sur le bouton. Ou on peut imprimer en haut, et puis on le distribue à l'endroit où on veut, et puis on dit que c'est des prêts. Et on crée une mécanique qui fait fonctionner le monde. Mais là, le monde qui est censé être fini en termes de croissance ou en termes de ressources, on continue à imprimer, on crée des jeux de dette, etc., mais qui sont complètement artificiels. C'est de l'art, en fait. Enfin, on est complètement dans un simulacre de société avec des choses qui ne sont pas possibles. Et le truc qui est rigolo dans ces systèmes, qui ont été créés, le Bitcoin, ça a été créé en 2008, possiblement par des gens très sales, pas très gentils, et presque qui sont maintenant des gens qui détiennent une économie, quoi. Mais la réalité du truc, c'est que c'est un modèle de banque décentralisé où j'ai le droit d'inventer de l'argent, mais décentralisé, ça veut dire que personne ne peut l'éteindre, que c'est encrypté réellement, donc je ne peux pas imprimer, je ne peux pas l'inventer, personne ne peut. Il y a des courbes qui sont un peu dégueulasses, hein, mais au moins elles sont lisibles, elles sont transparentes, et à mon niveau, à moi d'être humain, je peux inventer une économie. Et je peux l'automatiser et voir comment elle se redistribue par des contrats. Donc un modèle politique à l'échelle par des NFT, des coins et des échanges entre les gens. Donc ça, moi, c'est le truc que je trouve intéressant. Et c'est intéressant politiquement. C'est intéressant politiquement parce que ça peut être indexé sur la réalité des ressources mondiales ou des conneries comme ça, quoi. Et donc voilà, enfin, ça, c'est... Je pense que je me perds. Mais donc voilà. Non, et du coup, moi, ce que j'ai, c'est en tout cas personnellement à mon échelle d'artiste, en fait, dans un projet qui a été cité, L'ennemi de mon ennemi, où il y avait Guillaume Desanges, effectivement, et quelqu'un qui est là-bas, qui est passé, Marie-Lou Thiebaud. Il y a même Anaï, ouais. Mais
Qui sont les filles qu'on ne dit pas leur nom. Mais c'est bien. On a fait un projet autour de du rapport de l'image au pouvoir et de la distribution des images et de comment on les remplace et comment ça joue. Et depuis ça, en fait, moi, je me suis coincé dans un truc où la mécanique de critique du système en disant « Ah, je suis de l'argent, je travaille pour le capital, mais en même temps, je dis que c'est pas bien, et je m'excuse, mais je le fais quand même. » Et là, il y a eu un truc un peu de stérilisation un peu lourde du modèle, où en gros, j'avais aucune capacité à proposer et juste une capacité à jouer le théâtre performatif du discours, quoi. Donc le jeu de l'image. Le jeu d'image, c'est le même jeu d'image que Balenciaga, c'est le même jeu d'image qu'une marque, qu'une pub. Enfin, il n'y a pas de différence entre un discours et un discours, quoi. Enfin, même s'il y a des discours que j'aime bien ou des discours que j'aime pas, quoi. Et quand même des différences, alors, oui. Si on travaille pour la même personne, en gros, moi, je travaille pour qui me paye. Donc, de toute façon, si on travaille pour la même personne, que je sois en train de faire une image pour vendre cette personne, si c'est Total qui finance mon exposition, je suis en train de faire de la pub pour Total. Même si je suis en train de dire Total, ça va pas. Après, on peut dire qu'il y a de la poésie à l'intérieur de trucs, mais en soi, en tout cas, c'est la vanité des petites différences. La différence entre moi et Jeff Koons et Beeple, c'est un truc qu'on voit en truc, mais ma mère, elle s'en fout, quoi. Je pense qu'il y a un truc vaniteux de ma part de penser que le moment où moi je dis que c'est différent de le truc, alors que j'ai le même client, je montre au même endroit, juste je vais dire une phrase différente. Donc et du coup, on a voilà. Non, mais du coup, on a tenté de... En fait, de toutes ces réflexions un peu bizarres, quoi, c'est le fait est que pendant le Covid, en tout cas, j'ai eu le sentiment un peu violent qu'il n'y a plus rien qui se réglait, même avant le Covid, avec les manifs de 2019, qui ne se réglait par l'humain, que les manifestations, elles, n'opéraient plus, qu'il n'y avait pas de changement de régime, que ce soit ici ou au Liban, au Chili. Il y avait la moitié de la planète qui même prenait des lieux de pouvoir et tout, et qu'en fait, à un moment, on a pu mettre 70% de l'humanité chez elle à rien foutre, et l'économie a marché à 70%, enfin, ça tournait, quoi. Donc du coup, c'est que ça passe par Internet et par des trucs comme ça, quoi. Donc je passe ma vie sur des réseaux sociaux alors que je déteste ce truc. Donc je me suis dit, c'est peut-être bien un truc qui va pas, et c'est peut-être par ces outils-là qu'il y a une chance de proposer ou d'essayer de voir autre chose, quoi. Et c'est ça qui a déclenché une forme d'engagement technique vers ça, et aussi une nécessité technique qui était, il fallait travailler à cette période-là. Et du coup, on a monté une structure, on a décentralisé, au moins sur le capital social, un atelier au tout début, c'était l'atelier d'une personne, et là, c'est devenu une boîte. Donc, je ne sais pas si c'est mieux, ou en tout cas, on prend le vocabulaire de l'ennemi, mais et on teste des protocoles pour produire des choses culturelles et des modèles économiques, mais qui sont intégrés aux œuvres en temps réel, quoi. Et avec comme espèce d'idée de dire que c'est les contraintes qui créeront les formes, et que on est peut-être à un moment où, de la même manière que la technologie, au 19e, quand il y a la musique de salon, elle apporte un truc de distribution différente de la musique qui finit par devenir Beyoncé sur TikTok, chantée par quelqu'un qui ne sait pas chanter, mais qui a le droit de s'approprier et de danser mal. Donc qui crée une espèce d'économie du dérivé. Donc c'est pas le concert de Beyoncé, c'est pas tout l'orchestre qui est venu. Ça n'appartient plus à 2 personnes, et peut-être qu'elles vont le faire gratuitement aux 3 autres. Ça appartient... Parce que la culture, mine de rien, ça passe par pour tout le monde, en fait, ça passe par un échange économique. Enfin, ou un échange capital social, mais il y a un échange de capital. Il faut pouvoir se l'approprier pour pouvoir dire le truc. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont là parce qu'ils pensent qu'ils vont travailler dedans et manger. Et il y a les autres qui peuvent se l'acheter, quoi. Et en gros, c'est ça un peu les gens qui l'actionnent. Et donc, la musique, il y a eu ce truc où on a dit, ça va être diffusé massivement. Ça dure plus 1h30 ou 4h30. Et ça va durer 2 minutes. On va pouvoir chanter dessus mal, danser mal. Et ça appartient aux gens, quoi. Ils vont pouvoir capitaliser sur leur appropriation musicale. Et je pense que c'est les outils qui sont en train de se créer là, en ce moment. Mais ça aussi associé au fait qu'il y a une montée depuis 6 mois, ou depuis 2 ans, quoi, d'IA, qui sont en train de... Que c'est les outils qui vont permettre d'ouvrir la distribution culturelle et de donner des possibilités d'appropriation par des publics, des humains, plus largement
que dans le modèle dans lequel, qui je pense tend à s'opéraliser et à réduire son impact culturel. Je peux montrer un projet, et donc, mais je ne vais pas parler d'art, parce que je ne sais plus le faire aussi. Mais donc on a une espèce de boîte, et il y a un modèle économique. Enfin, moi, c'est ça qui m'intéresse à l'intérieur de ça, c'est de produire. Et donc c'est l'esthétique dont on parlait. Donc c'est un projet qu'on a fait. Donc ce qui est rigolo, c'est que maintenant on a une structure cultureuse, et il y a différentes manières de gagner des sous. Mais donc du coup, maintenant on a des stands au Grand Palais, parce que c'est une reproduction du modèle artistique qu'il y a maintenant, par cette chose-là. Et donc là, on a travaillé avec 2 artistes pour ce projet. Là, on voit les images, et ça ne va pas être très clair, mais je vais raconter. Donc on a fait une espèce de machine avec un robot qui parle. Je sais pas, en fait, il y a un schéma, peut-être ça va être plus facile. Je sais pas, non. Voilà, donc il y a une espèce de machine, une installation d'art, on va dire, avec un robot qui fait des blagues. Les gens s'assoient dessus. Donc le premier artiste, il s'appelle Nicolas Sassoon, c'est un artiste numérique qui, pour le coup, a eu le conte de fées d'une distribution de ses pièces. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui va dans la continuité, si on veut faire le truc artistique, c'est la continuité d'une histoire de l'art minimaliste, protocolaire, conceptuel, quoi. Donc c'est l'histoire du pixel, quoi, du protocole pour faire le truc. Donc on s'assoit à l'intérieur du truc, on se connecte via un réseau social, parce que ce qui est intéressant avec la blockchain aussi, c'est qu'en gros, utopiquement, ça peut faire des réseaux sociaux décentralisés, c'est-à-dire des trucs qui n'appartiennent pas qu'à 2 personnes sur Terre, et où un like devient de l'économie. C'est aussi cette invention-là qui peut être intéressante. C'est-à-dire qu'au lieu de liker Greta Thunberg, on finance un fonds Greta Thunberg qui peut aller jouer avec les outils du capitalisme d'une manière maximaliste, accélérationniste, hyper violente, où en gros 10 millions de likes, ça devient 10 millions. Parce qu'il y a des gens qui parient dessus. Et c'est ces trucs-là, c'est ces possibilités-là qui sont, par rapport à un monde fini, avec les problématiques politiques qu'il y a, qui m'ont intéressé. Et pendant le Covid, il y a eu plein de petites tentatives hyper impressionnantes où ils ont fait tomber des fonds... ils ont fait tomber des hedge funds américains, perdre 5 milliards à Wall Street en s'amusant à faire des likes, quoi. Des gosses de 14 ans sur Reddit. Donc c'est... Bref, en tout cas, pour revenir à ça, donc on a travaillé avec Nicolas Sassoon. Il y a un codeur qui a, à partir de sa direction artistique, a créé des programmes pour faire ces trucs-là, les trucs bleus, des programmes à partir de sa pratique, qui sont que du code. Et les gens s'asseyent, ils ont des questions, ils sont connectés avec leur Twitter. On récupère des datas et ça génère un espèce de portrait de leurs données et de leurs fesses, enfin de leur assise, avec des blagues. Quand ils s'asseyent là-dessus, donc ils génèrent un NFT. Nous, ce qu'on leur propose, c'est que s'ils le retweetent, donc ils deviennent notre distributeur, on leur donne 10% de la vente de l'œuvre d'art. Donc on en fait nos distributeurs. Donc on fait une relation économique aux visiteurs. Et de l'autre côté, ils rentrent dans une compétition du coup au ratio de likes. Donc on se sert des mécaniques qu'on a de toute façon dans la vie. Et pour gagner une pièce d'un artiste qui a moins de marché, qui est... Donc ça, c'est les trucs. Qui s'appelle Victor Weiss et qui vient de l'art contemporain, mais qui est aussi codeur, mais qui n'avait pas de marché dans ce secteur, qui en temps réel peignait à partir des photos de couleurs, des photos de profil, des couleurs sur ses peintures. Et on offrait ces peintures aux personnes qui avaient le mieux distribué la pièce précédente sur Internet. Du coup, lui gagnait 10% de chacune des ventes du précédent artiste. Donc c'était un artiste qui a acheté une pièce à un autre contre du capital social des visiteurs, en circuit fermé. Ça se comprend ou pas du tout? Non, mais en tout cas, moi je suis très content. Et donc du coup, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur de ce truc-là, du coup, on a inventé une économie avec un modèle de redistribution, un modèle de distribution où on peut travailler donc sans plateforme à proprement parler parce qu'on s'en sert, mais on n'a pas besoin d'un distributeur. On fait des gens nos distributeurs, on les rémunère, mais c'est rien, c'est 10 balles, hein, mais il y a le geste, quoi, on lance la mécanique. Et ce qui est intéressant, là je peux mettre la vidéo qui tourne.
comme modèle économique, en fait, ce qui est intéressant, et c'est que là, donc du coup, sur place, il y a eu 350 personnes qui ont fait le truc. C'est une forme de dérivatif, c'est l'équivalent de merchandising, on va dire quoi. Merchandising artistique. Mais donc les artistes ont été payés pour travailler, pour produire les pièces, comme un métier. Et il y a 350 personnes qui sont assises pour distribuer et créer. Sur ces 350, il y a 10% qui l'ont acheté sur place, en direct. Enfin, qui l'ont acheté sur Internet, mais qui l'ont acheté directement à 150 €. Donc ça a fait une première truc. Et après, sur Internet, il y a eu, je crois, 112 ventes. Ce qui est intéressant, c'est que ça a créé un vrai chiffre d'affaires autonome et pérenne, collaboratif ou redistributeur. Et ah oui, non, et aussi on imprime un poster aux gens de leur truc. Enfin, on donne des cadeaux, quoi. Donc, voilà. Et dans le modèle économique de la truc, ce qui se passe, c'est qu'après ce système-là qu'on a créé, donc le système d'être connecté à Internet, d'imprimer, de faire une co-création artistique, un filtre Instagram ou je sais pas quoi, ou une impression à partir de gens qui parlent, ou des trucs, bah, ce produit-là, on change la cosmétique et on le vend à des marques. Mais en gros, parce que d'habitude, l'art, c'est de la recherche et développement de communication. Je pense qu'il y a ce rapport-là. C'est-à-dire qu'il y a des gestes qui sont créés, et puis d'un coup, c'est une pub Benetton, où c'est la manière de structurer le bon marché. Si on peut, la comparaison entre la shopping expérience au Palais de Tokyo et celle au bon marché, je veux dire, elle est faisable, quoi, je pense. Même la forme des stands au bon marché ressemble étrangement à la surface des stands de foire ou aux Galeries Lafayette. Donc du coup, plutôt que d'être dans le modèle où on fait de la recherche et développement de forme, et ça se renverse par un financement, parce qu'on n'a pas le droit de dire qu'on est payé pour qui nous paye, et que bizarrement, la forme du Palais de Tokyo ressemble à la forme du bon marché, et qu'il n'y a pas de... Enfin, bah, là, on crée la boîte qui produit le service derrière, quoi. Qui paye les artistes en parallèle, quoi. Donc du coup, on vend pas... Enfin, je sais pas. Mais ça paye pas beaucoup quand même. Hein? Ça paye pas beaucoup quand même. Bah, en fait, si, parce que le truc, c'est qu'après, on a vendu le système. Oui, on vend le système plusieurs fois. Du coup, on peut payer les artistes quand ils travaillent pour créer les systèmes. Donc on ne dépend pas de la culture. Ouais, mais un système, il dure 2 ans. Bah, du coup, il faut en faire tout le temps. Il faut inventer des nouveaux systèmes et des nouvelles économies à chaque fois. Bah, là, pour l'instant, c'est ça qu'on fait. Et après, on va faire ce qu'ils appellent des SaaS, des espèces de trucs qui ne bougent plus, Service as a Product. Mais on a ça, on teste des systèmes comme ça. Et après, ça fait des systèmes de ticketing, de merchandising, de pub, d'événementiel ou des trucs comme ça, quoi. Et je dis pas que c'est passionnant, hein. C'est pas un truc, mais en tout cas, voilà, c'est ça qu'on teste. Oui. Mais ça nous permet de tenter des modèles de distribution et de redistribution économique avec de la culture et des artistes et voilà. Et aussi d'utiliser le capital social, d'utiliser les réseaux sociaux. Enfin, vu que par défaut, par dépit, il y a ces trucs-là qui sont en train de bouffer la planète et les cerveaux des gens, bah, au moins que ça serve à un truc, quoi. C'est aussi du dépit, quoi, mais voilà. Avec aussi donc l'élimination d'un certain nombre d'intermédiaires, enfin du monde de l'art classique, comme les galeries. Non, on a des contrats, ouais. Des smart contracts, et on a des pourcentages pour partenaires, quoi. Donc maintenant on prend des partenaires distributeurs, les lieux peuvent être des partenaires. Donc en fait l'élimination, elle est pas réelle, quoi. Après c'est ça, par contre, moi ma galerie elle trouve pas ça rentable. C'est plutôt dans l'autre sens l'élimination. C'est qu'en fait de faire 11 000 balles en 3 jours, il vaut mieux vendre un bout de bois à 100, quoi. Ouais. Et donc ça c'est plus dans l'autre sens qu'il y a la problématique. Il y aura toujours des il y a que ça en fait. C'est des pyramides. Dans les NFT c'est pareil, sauf que maintenant c'est les influenceurs qui servent de fondation. Mais après, c'est déjà le cas. Je veux dire, c'est le jour où une grande fondation connue m'achète, c'est le jour où il y a d'autres collectionneurs qui m'achètent. Parce qu'en fait, ils ont la maison de vente derrière. Enfin, je veux dire, on est déjà dans ces mécaniques-là, quoi. Donc, il n'y a pas de... L'élimination des intermédiaires, c'est un discours théorique qui n'est pas réel. Moi, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Parce qu'en plus, la structure est une structure intermédiaire. Là. On travaille comme un label culturel ou un producteur de musique, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est pas... Ouais. En fait, il n'y a rien de nouveau en soi. Oui, Warhol, il avait déjà son label, il publiait des disques, il avait sa maison, il organisait des concerts. Mais quand même, il vendait des œuvres. Donc, est-ce que tu vas renoncer à vendre des œuvres, à faire des vrais, je suis très content si je vends des œuvres, mais ouais. Mais ouais. Moi, je pense que de toute façon, il n'y a pas de...
y a pas d'utopie, quoi. Enfin, il y a pas de... Mais il y a des possibilités plus marrantes, quoi. Et enfin, que je trouve marrantes, en tout cas. C'est pas... Enfin, c'est pas universel. Mais, mais en tout cas, sur une expérience culturelle où les gens font la queue pour la consommer, la regarder, bon, on arrive à générer un chiffre. Et on a payé tout le monde. Et tout le monde est... Enfin, Un petit peu comme les multiples d'art transformable des années 60. non, c'est vraiment ça. Mm. En gros, c'est comme si Tinguely avait foutu une imprimante en plus, quoi. Et dans 50 ans, les trucs imprimés se vendront très très cher. Ou l'asset numérique, quoi. Enfin, Si la blockchain n'a pas brûlé. Mais après, ça, c'est un pari, quoi. Mais a priori, moi, je parie que ça va exister, quoi. D'un point de vue historien, c'est un peu toujours le retour du même. C'est-à-dire on a des moments où il y a des crises sociales dans le monde de l'art, où tout d'un coup, il y a un blocage du renouvellement des possibles et des générations. Et il y a quelques artistes qui se mettent à réfléchir sur le modèle, à essayer de faire autre chose. Et qui refont la même chose. Oui et non. Non, parce que ça suscite aussi des moments de changement et des grandes innovations esthétiques. Moi, j'attends de voir ce qu'on aura eu dans 2 ans. Je pense que dans 2 ans, on va avoir des choses très nouvelles. Des nouvelles formes, je ne sais pas quoi. Mais d'un point de vue socio-historique, c'est en train d'arriver. On voit la crise, on voit l'insatisfaction des artistes, on voit le besoin de nouvelles choses. C'est très intéressant. C'est un moment de crise qu'on voit aussi bien vers 1903, 1904, vers 1921 ou vers 1958, 60. Il y a quelque chose qui se joue. Et puis après, il y a un moment où tout d'un coup, ça y est, ça part et ça fait autre chose. J'ai vraiment hâte de voir. Moi, c'est vraiment enfin, c'est ça un peu ce que je suis complètement d'accord. Là, l'idée, c'est d'essayer de faire une structure qui est prête ou qui essaye de voir les possibilités, quoi. Et là derrière, finalement, le NFT n'importe plus, mais est utile quand même. Alors, ouais. C'est un outil. En fait, voilà. C'est comme le moment où ils s'amusaient à faire du téléphone de New York à Los Angeles pour faire des œuvres d'art. On n'a pas appelé ça le téléphone art, quoi. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui ont essayé, quoi. Oui, c'est le mail art, ouais, mais bon, on n'a pas fait une. Mais même le mail art. Enfin, bon, c'est peut-être le social, on va dire, un truc de réseau social, quoi, déjà. Mais là, il y a une espèce de jeu de dire que c'est des mouvements, des trucs. Bon, c'est ce que tu disais, quoi. À l'ouest, rien de nouveau, quoi. Enfin, c'est pas Après, c'est effectivement, quand il y a un changement de pouvoir, il y a des gens qui se jettent dessus, il y a des gens qui refusent. Mais ouais. Mais je pense que c'est intéressant parce qu'en fait, on fait ces trucs-là avec des lycéens. Et avant, on faisait ça en étant en position artiste, réalisateur. Et donc avant, on proposait des moyens techniques qui étaient de faire un film, de faire une jolie peinture, une sculpture, d'apprendre à construire, d'apprendre à faire du BTP. Et le truc qui a été rigolo, enfin moi j'ai eu un conflit où il y a des lycéens qui ont dit mais moi j'ai pas être artiste donc pourquoi tu me fais chier. Et en fait j'ai dit bah t'as raison quoi, enfin, ça aide pas. Et là le truc qui est rigolo c'est que là on retire la couche art, on parle d'outils technologiques qui sont proches du jeu vidéo, on fait des gamifications, s'ils veulent faire de la 3D c'est de la 3D, il y a des développeurs, ils peuvent utiliser Twitch, Discord, les réseaux sociaux. Et en fait tout d'un coup il y a un truc où la réponse elle est hyper marrante, c'est de dire bah, en fait tu peux avoir un job avec ces compétences là sans avoir de provenance, sans avoir de diplôme, et en étant anonyme. C'est-à-dire donc il y a aussi une réponse de société, je pense, qui fait que ces choses-là vont rentrer, que ça peut proposer en fait des débouchés, quoi. Et c'est tout un territoire qui draine, qui touche l'humanité entière, où il y a très peu de distance critique, il y a très peu d'appareils de la classe intellectuelle présents, il y a très peu de rien en fait. Il y a très peu d'associations, il y a très peu de... mais il y a des terreaux activistes, politiques, il y a des hackers, il y a des trucs, quoi. Mais c'est, a priori, les réponses sociétales, vu que c'est par là que ça écrase bien les cerveaux, c'est par là que ça peut aussi créer les propositions. Alors, quelles propositions y a-t-il, justement ? Non, mais il y a des tentatives qui sont hyper belles, quoi. Moi j'en ai aucune idée. Enfin, c'est pareil, quoi. Je pense que ça va venir. Et en fait, moi, vu que mon métier, c'est de légitimer un pouvoir, en gros, de choisir mon maître, quoi, je me dis que là, je vois un trou où il y a possiblement... Il y a aussi un trou parce qu'il y a un truc générationnel, parce que ça va vite, parce qu'il y a un rejet
de structure en place. Mais donc du coup, moi je préfère légitimiser ça que légitimer un modèle qui crame. Enfin, mais c'est juste ça le mouvement. Enfin, si on parle de position d'artiste. Après le reste, maintenant, c'est plus du tout des conversations artistiques que je sais tenir, quoi. Mais sur la position, c'est de dire bon, bah, pour qui je travaille. Et effectivement, il y a des connards de droite, libertariens. Enfin, il y a vraiment un truc. Mais en même temps, je travaillais déjà pour eux. Enfin, je veux dire, c'est pas. Enfin, c'était juste un peu plus camouflé, avec plus d'élégance, c'était mieux dit et tout, quoi. Mais où il y avait une séparation. Je prends un exemple du film, comme ça, je perds pas mon job en art complètement. Mais le studio Canal, ça appartient quand même à Bolloré, quoi. Donc, il y a un moment où, en fait, d'avoir un film indépendant qui va à la Berlinale. Et puis les révolutions symboliques, elles passent d'abord par les élites. Ça restera toujours le cas. Si on veut changer les choses, il faut passer par les élites. Et donc par les connards de droite, peut-être, je sais pas. Mais... Non, mais c'est... Ouais, mais c'est... Enfin, la semaine dernière, on a refait un truc comme ça, mais dans un truc où il n'y avait que des banquiers. Et c'était vraiment les méchants. Et c'est hyper bizarre d'être sur place, mais en fait, ton impact, il est 10 fois plus fort. Après, c'est une phrase que Antius Robles doit dire tous les matins. C'est je me rapproche du pouvoir pour le transformer. Donc c'est encore le même vocabulaire. Enfin, on reste dans l'autocritique libérale et tout, hein, mais je sais pas. En tout cas, je pense qu'il y a des possibilités marrantes, quoi. Et de se dire qu'un jour, un like, bah, ça génère un truc qui peut. Parce qu'en fait, moi, je suis pas content du monde dans lequel je vis. Hein. Mais c'est capitaliste par défaut. Et dans ce cas-là, bah, autant y aller, mais savoir écrire les billets, quoi. Savoir les structurer, comprendre comment ça fonctionne, faire qu'une IA, quand elle fait des images, bah, en fait, elle paye des artistes au lieu de payer juste une boîte. Des trucs à la con, quoi. Mais sans ça, en fait, il n'y aura plus rien, quoi. J'ai l'impression, à chaque fois, je fais chier. Il est quand même probable avec le... Plus ça se développe et plus c'est facile d'accès, le NFT, moins ça devient intéressant pour les personnes qui cherchent des choses intéressantes. Il y a toujours des phénomènes de mode, donc ça va pas tout éradiquer. Ça va pas tout éradiquer. Il y aura toujours des artistes qui font des choses et qui vivent de l'art. Mais ça, le mot NFT, il n'existe plus dans un an. Oui, mais même déjà. 2 ans, où on s'en fout, quoi. Et de toute façon, il y a Art Basel avec Maya Hoffman et Boston Engineering qui montent une plateforme où ils ont toute la database de l'art en centralisé, qui vont certifier via la blockchain et donc ils vont prendre une commission sur toutes les ventes en mode Amazon. Donc ça existe, en fait, c'est fini. Enfin, il n'y a pas de question sur NFT, blockchain ou pas de truc. Par contre, le truc qui est réel, c'est que là, il y a des positions techniques de distribution culturelle, de production et de savoir faire ces modèles, quoi. Enfin, parce que sinon, il va y avoir un Amazon et on sera tous influenceurs. Et ça va être super, quoi. Et on ira sur une IA pour faire une pintoche. Et puis il y aura un truc où on pourra payer pour que ce soit peint à Dafen automatiquement en Chine, envoyé directement aux consommateurs, suite à un live où on parlera de notre engagement politique. Non mais enfin, c'est une réalité technique du... Est-ce qu'il y a ici des gens qui collectionnent des NFT ? Est-ce que vous auriez envie de nous en parler, de nous expliquer pourquoi vous en collectionnez ? Parce que si ça se trouve, votre ressenti n'est pas du tout le même que ce qu'on a raconté. Non, en fait, Victor, qui est artiste, mais il est aussi codeur. Et donc maintenant, on a même notre maison de vente. Pour faire des auctions. Non, je te posais juste la question par rapport au smart contract, juste pour savoir techniquement. Mais du coup, votre question, c'était pourquoi on collectionne, c'est ça ? Qu'est-ce que vous collectionnez ou comment vous y êtes venu ? Il y a à peu près 1 an, moi je suis photographe traditionnelle à la base. Et en fait, par le biais d'une masterclass, j'ai découvert les NFT et l'art numérique. Et par plaisir, je dirais. Et parce que je pense aussi peut-être que c'est une nouvelle pratique de collection. Plus simplement, quoi. Enfin, voilà. Est-ce que vous les matérialisez d'une manière ou d'une autre ? Des fois, ouais, sur mon écran chez moi, pour voir en termes de ratio d'image ou autre, mais pas toujours. Des fois, on peut se montrer ses wallets aussi, ce qu'on a collectionné. Mais enfin, je trouve qu'il y a
ce qui est intéressant à travers les NFT, entre guillemets, c'est d'avoir vu des émergences d'esthétique, en fait, le motion design ou autre, et de voir que c'était possible de financer les artistes par ces biais, quoi. Je sais pas si... Dans mon cas, c'est pas tant que je collectionne, mais c'est plutôt que, disons que j'ai pas de budget important qui est alloué à la collection, mais parce que je me suis intéressée au sujet, notamment à travers l'histoire de l'art. En fait, j'ai fait mon mémoire de Master 2 d'histoire de l'art sur cette histoire-là. Et donc j'ai voulu interagir avec cet univers-là et acheter, faire des transactions. Et ça m'arrive de collectionner des NFT, mais d'artistes que j'apprécie, mais à 5 ou 10 Tezos pour dire que je suis là. Mais j'ai pas une démarche de collectionneuse parce que je n'ai pas le budget ou parce que j'ai pas encore engrangé toute cette réflexion-là. Mais ce que je trouve... En fait, il y a eu, au début, avec les NFT, on parlait de crypto-art parce que c'est sujet à débat, mais tout le monde n'est pas d'accord sur la définition du crypto-art et il y a une différence entre le NFT, le crypto-art, etc. Et ce que je vois vraiment depuis 2021 de plus en plus, c'est que finalement, le NFT, c'est juste un moyen de vendre des œuvres d'art numérique et des productions qui existaient déjà. Alors oui, il y a toujours des œuvres assez spécifiques qu'on peut associer pour certains au crypto-art, mais sinon, c'est des photographes comme Megan qui vendent leur travail par ce biais-là, ou effectivement aussi tous les gens qui viennent de l'industrie du cinéma ou de la 3D qui du coup peuvent vendre leur travail en tant qu'artistes, mais j'ai l'impression que la distinction entre NFT et monde des arts numériques s'amenuise de plus en plus et qu'il s'agit juste de vendre des œuvres qui existent depuis des décennies par ce biais-là. Je sais pas... Quel est votre avis sur ce sujet? J'avoue que je serais curieuse de... Si, moi, c'est ce dont je parlais tout à l'heure en expliquant comment les artistes du net art, tout d'un coup, ont pu mieux vivre, entre guillemets. Ouais. Pas sûr qu'ils ont pu mieux vivre, d'ailleurs. Vous gagnez beaucoup d'argent en vendant vos photos avec, en NFT? Plus qu'avec le monde traditionnel de l'art, ouais. C'est-à-dire qu'il y a des... Mais pas de la... En fait, le volume n'est pas le même, en fait, je dirais, en termes d'argent. Avant, c'était plutôt une photo et ça va ramener plus de volume d'un coup. Et là, c'est plutôt plusieurs volumes qui vont... même si là, j'essaye d'en faire plutôt sur format unique. Mais après, ce qui est par exemple intéressant, c'est aussi l'aspect communautaire, entre guillemets. Donc, j'aime beaucoup l'aspect Tezos et Object. Enfin, voilà, je trouve que c'est une marketplace assez expérimentale. Enfin, ça, l'aspect communautaire est très, je dirais même touchant. De voir, d'entendre parler les artistes de ces communautés sur Discord, sur Twitter, etc. Plus aujourd'hui, je trouve d'ailleurs qu'il y a 2 ans. Je ne sais pas, hein, mais surtout pour les femmes. J'étais il y a 1 mois et demi à une table ronde de femmes d'artistes qui vendent leurs œuvres qui font du NFT, on va dire. Et elles exprimaient vraiment cette... satisfaction d'avoir accès à des réseaux qui jusque-là ne leur étaient pas accessibles, de partager, d'être accueillis, de pouvoir exister malgré son nom, genre un nom, notamment une qui est pakistanaise. Et donc quand on s'appelle Leïla quelque chose sur le marché de l'art contemporain, c'est pas... Et comme ça, justement parce qu'elle avait un pseudo et qu'elle était une artiste numérique, comme ça, non identifiable, elle a pu quand même commencer à faire des choses. Donc ça peut être aussi effectivement un raccourci vers, vers des possibilités de se faire connaître qu'on n'avait pas avant. Ouais. Non mais, je sais pas, moi j'ai pas vécu, moi je viens du vieux monde, du coup j'ai juste regardé, ou participé. Mais les communautés dont tu parles, Tezos, il y a des DAO, des structures d'artistes pour des artistes qui s'achètent les uns les autres en se distribuant comme ça et qui montent à la fin une espèce de boîte. Et c'est pas pour le coup, c'est des micro-utopies. Après, il faut voir comment ça tient. C'est financé aussi par des VC. Il y a toujours des problématiques, mais ça crée des... Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est... Je pense qu'il va y avoir
un truc qui va rejoindre le marché traditionnel avec les trucs qui montent très très haut, mais qui va y avoir surtout un truc de revenu universel où acheter un truc pas cher sur tes os, c'est presque liker un truc aussi, quoi. Enfin, il y a un truc mais qui est... Mais finalement, ce sera un peu circulaire. On mettra autant qu'on recevra peut-être au final. Vous arrivez vraiment à avoir un revenu net ? Non, pas pour le moment, comme ça fait qu'1 an, mais c'est progressif en fait, au fur et à mesure. Puis il a fallu aussi comprendre un peu les us et coutumes de comment minter, à quel prix, comment on peut monter. Et là, j'ai pu vendre à un prix que je n'avais pas encore fait il y a quelques temps. Et c'était en exposition IRL, enfin en physique, mais le NFT était sur display, sur cadre numérique, quoi. Ouais. Mais pour le coup, ça a mieux marché parce que c'était physique aussi ? En fait, je trouve qu'à travers ces communautés, il y a quand même une appétence au physique. Ouais. Et en fait, le monde numérique et le monde physique, pour moi, s'accompagnent bien mutuellement. Il y a événements quand l'exposition est là, ou quand elle est aussi dans le métaverse, accessoirement. Et il y a quand même une appétence à vouloir se retrouver, même si on est derrière les ordinateurs. C'est la rencontre. Vous disiez ? Non, je disais que c'est surtout une volonté de se rencontrer. Et c'est très visible dans les événements, enfin, ne serait-ce qu'à NFT Paris, le mois dernier. Il y a eu un moment où il y a un petit groupe de gens qui se sont retrouvés à un stand, et c'est des gens qui sont là depuis les débuts, en fait, qui sont là depuis 2018, qui travaillent ensemble. Donc il y a ce côté très ouvert où on peut finalement rejoindre ces circuits, mais il y a il y a un aspect aussi assez fermé de ceux qui sont là depuis le début, qui s'entraident et qui travaillent ensemble, quoi. Mais en général, il y a une vraie volonté de se retrouver, qui a été très visible, notamment à Paris, depuis 2021 aussi. En fait, ce qui est rigolo, c'est que je pense qu'il y a une mécanique aussi qui est intéressante. Et je pense qu'il y a un manque de structure aussi dans les écosystèmes. Il y a des DAO, donc c'est Decentralized Organization, Autonomous, c'est pas grave, mais bon, qui sont des structures économiques de fédération, de trucs. Mais la problématique, c'est le... Effectivement, mais ça reproduit un peu la mécanique d'ici, quoi. C'est qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont un petit flux. Par contre, ça fait apparaître des gens qui n'auraient pas eu accès, qui pouvaient être de petites villes, et ça, c'est vrai. Et enfin, de loin, en tout cas. Et après, pour les vrais scores, entre guillemets, compétiteurs du marché de l'art traditionnel, je pense que ça doit suivre un peu les courbes des réseaux sociaux. Où je pense qu'il y a une rapidité à exister dans un circuit qui est beaucoup plus simple que dans le monde traditionnel. Parce qu'en fait, dans le monde traditionnel, il y a des structures de pouvoir assez vieilles, où c'est assez long, il y a beaucoup de rames à sortir avant qu'il y ait une économie qui puisse se générer. Et je pense que là, il y a une économie qui peut se générer plus rapidement à échelle pas très grande. Et après, la question, c'est est-ce qu'il y a les structures pour la faire tenir sur le long terme et de la faire monter. Et je pense que là, c'est le truc où il y a l'espèce d'entonnoir de plateformes de réseaux sociaux et d'algorithmes, quoi, qui centralisent un peu la puissance sur des gens. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que les grosses figures, Nicolas qui est là-dedans, où il y en a plein là-dedans, ils ont une forme de sensibilité, enfin ils ont une réelle sensibilité à ça, où ils donnent 25% de ce qu'ils gagnent, comme il n'y a pas d'intermédiaire, pour acheter d'autres artistes et pour essayer de monter les trucs. Donc il y a cette espèce de pensée, même si c'est pas techniquement complètement structuré, enfin ou forcé ou contraint, mais il y a une espèce d'éthique circulaire, surtout sur les trucs Tezos, quoi, plus que ailleurs, quoi, où c'est pas la pensée de la Ponzi, mais aussi la pensée parce qu'il va y avoir des valorisations hyper intéressantes, parce que une fois que c'est des communautés. Donc les grosses communautés, elles se financent plus par les cryptos, ou par la vente de NFT, ou pour des choses comme ça. Elles se financent par des marques qui veulent avoir accès à des gens qui sont membres. Parce que la blague du culte, ou de la communauté, du culte, ou du groupe, c'est la valeur ajoutée de cet endroit. En fait, ça structure techniquement le culte, alors qu'en art, on fait tous partie d'un culte avec notre vocabulaire, enfin dans le monde traditionnel. On a un culte, si on sort un peu du vocabulaire, ça fait un peu chier, c'est hyper précis, quoi. L'art contemporain, en tout cas, c'est dans le champ de ce qu'on appelle art, s'il y a le street art, le truc, c'est la petite niche, il y a son code, son culte, mais il n'y a pas la carte de membre, quoi. Donc en fait, je suis pas atteignable par les produits qui seraient... Enfin si, je suis atteignable par Vuitton, en fait. Mais si, en fait, ça marche aussi un peu comme ça, quoi. Mais non, mais on finance le... Ouais, c'est un peu... Mais en tout cas, là, il y a un truc qui est intéressant là-dedans. Ça, c'est une œuvre qui a marché.
Il y en a 2 autres qui n'ont pas marché, tu disais? Non, mais c'est pas très intéressant. On va Mais pas si. continuer, je pense. Ah si, non? Là, c'est bon, non? Il y a Courbet aussi qui est là, non? Ouais. Voilà. Pourquoi alors cette présence de Courbet Non, mais on le traîne un peu sur les projets qu'on fait. C'est un faux Courbet qui date de 2018, de l'expo au Palais de Tokyo, qui l'ouvrait, avec une ferme de minage de crypto-monnaies à l'intérieur, et puis parce qu'il y a un espèce de discours sur la déclaration d'émancipation, d'indépendance des arts. Mais je ne suis pas historien de l'art, donc tu vois, moi je vais dire des conneries. Donc, Pas spécialement, enfin. Alors Courbet, il déclarait son opposition au gouvernement et son émancipation tout en vendant. Ouais, avec cette ambiguïté. Il était très très fort là-dessus. Mais là, c'est une peinture d'affirmation de sa servilité dans un modèle d'émancipation. Donc c'est le truc où, en gros, il y a le... non, mais c'est le truc où il y a le pavillon où on l'invite et il va pas gagner d'argent et il va voir son mécène et il lui dit je vais te peindre toi et dire que t'as le truc et je vais faire le pavillon Courbet. Et là, c'est le truc où il rencontre son mécène, où il est servile devant son mécène, où il reprend une caricature. Ouais. Et donc il y a un truc qui est rigolo symboliquement dans la mécanique, et puis il y a une espèce de mauvaise analogie filée où quand il se met à essayer de rembourser la colonne Vendôme en peignant toujours le même château, par une armée de gens, il est en train de faire des tokens et de fractionner son œuvre. Ouais. Mais ça, c'est vraiment une blague. C'est le truc là. C'est le petit truc. C'est Bonjour Monsieur Courbet qui est au musée Fabre à Montpellier. Donc, pour raconter, Courbet, il est jeune, il a la trentaine en 1855, et c'est un tel trublion que le ministre de la Culture de l'époque, le vicomte de Neufkerque, l'invite à l'exposition universelle de 1855 à Paris, qui était une grande exposition universelle où la France allait montrer au monde entier tout ce qu'elle savait faire, et ce qu'elle savait faire en plus des autres, les arts. En 51, il y avait eu Londres, les Londoniens, ils avaient montré les machines à vapeur et tout. Et donc là, après les Anglais, on se dit, il faut qu'on montre qu'on est meilleur, on va faire un pavillon des arts. Et dans ce pavillon des arts, il y avait des stars, il y avait Ingres, il y en avait d'autres qui étaient invités. Et on invite aussi un jeune, on invite le trublion Courbet. Sauf que d'aller là, ça ne le plaisait pas trop parce que c'était un peu la compromission. Donc il a fini par dire, allez vous faire voir, je ne veux plus vous voir... et à faire son pavillon du réalisme devant l'entrée de l'exposition, 1855, donc comme s'il était refusé et aimé de personne, et avec évidemment prix d'entrée, mais aussi l'aide d'Alfred Bruyas, son mécène, qu'on voit là, le monsieur Roux, qui va voir et auquel il va demander de l'argent. Et aussi sa maman. Il y a toujours la maman derrière en général. Je n'ai pas demandé sur ta maman, mais... Et c'est vrai que, enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut que tout change pour que rien ne change, comme d'habitude. En fait, le marché, l'indépendance ne marche pas sans le marché et sans les mécènes. Les deux vont ensemble, je trouve. Hein. C'est un peu désespérant peut-être, mais... Non, mais après, c'est un fantasme. Mais le fantasme, c'est aussi de se dire qu'il y a du public. Donc, ce qui est hyper marrant, c'est que si on va à une réunion culturelle... sur les problématiques des entrées dans les salles de cinéma ou les problématiques des entrées dans des musées ou des trucs comme ça, il n'y a pas une personne qui va dire la question du public ou qu'est-ce que les gens veulent voir, parce que ce serait d'être populiste ou je sais pas quoi. Mais en fait, en théorie, il y a aussi le public, quoi. Et il y a des humains et eux, ils peuvent payer 10 balles. Et donc, s'ils veulent. En tout cas, ils sont prêts à s'acheter, à aller à Disneyland, il n'y a pas de problème. À s'acheter des Balenciaga, il n'y a pas de problème, des Nike, donc il n'y a pas de problématique à se battre pour avoir une connerie de Rolinski, je pense que c'est possible en porte-clés, donc, ou se battre pour avoir un t-shirt Chanel. Moi je bosse pour Chanel, façon de parler quoi. Donc en fait moi je pense que je suis entraîné à faire des formes que le public ne peut pas consommer pour que la forme reste... même j'arrive même pas à parler en fait. J'ai eu un entraînement... technique où parce qu'au final il n'y a pas de... ce serait possible en fait, c'est pas vrai que ce n'est pas possible, mais j'y arrive pas, hein. C'est pas mais il y a cette possibilité qui existe quoi. Il y a beaucoup de gens sur terre et tout, et de produire de la culture qu'on peut distribuer à plus de gens qui paieraient moins cher,
et de dire qu'on a un public qui finance les projets parce qu'ils aiment les regarder, ça devrait être plausible, quoi. Mais après, on a une mécanique d'isolation stérile, de puissance, de frappe. Ouais, puis il faut arriver à produire de la valeur symbolique, parce que s'ils achètent des Nike et des t-shirts Chanel, c'est parce que ça fait bien. Dans la cour de récré, Ouais, mais a priori, moi, je commence fais des Hello Kitty en maternelle. Hein. Mais la différence, enfin, à partir du moment où on voit les nouveaux sacs Louis Vuitton et la question de Louis Vuitton et son rapport à l'art, où c'était de comment on fait de la valeur ajoutée, ils ont appris ça de nous, quoi. Par contre, tout le monde se bat pour acheter du Louis Vuitton. Donc les rappeurs, le truc, la société, ils le veulent. Sauf que là, il y a un truc, c'est que moi, on m'a dit, tu fais ta tâche et ça peut passer que chez Louis Vuitton pour le vendre à quelqu'un. Au lieu de, enfin, pas à moi d'ailleurs, c'est à Kusama. c'est quelqu'un d'autre. Mais du coup, il y a aussi cette possibilité, et moi, je pense que c'est ces trucs-là qui vont ouvrir ces possibilités, quoi. Ça l'ouvrira d'autant plus que tu auras un rappeur qui achète les... Complètement. Il faudrait en avoir un. Mais on a essayé, mais on n'y arrive pas. Mais il y a des gens qui ont réussi. Ça, c'est le problème. Mais après, le compromis esthétique qu'il faudrait pour qu'un rappeur achète, en fait, s'il est nécessaire à créer de la distance critique culturelle intéressante qui ressemble à Disneyland, pourquoi pas, en fait? Parce que le compromis éthique qui ressemble à du néo-pauvre, je l'ai fait aussi, quoi. Mais c'est vrai que c'est le point aveugle, c'est de dire... C'est compliqué d'être artiste aujourd'hui. C'est vrai. Ah pardon, on voit pas parce qu'il y a le spot qui nous aveugle. Oui, en fait, je vais essayer de résumer. J'ai l'impression que dans les différentes questions qui ont été ouvertes, il y a peut-être un point de convergence. C'est-à-dire autant, en gros, pas laisser le système économique à l'ennemi. Après, je te trouve pessimiste sur... par contre, les formes, le langage, les images, on les laisse à l'ennemi. Pourquoi mais en tout cas, l'appétence pour la communauté et la crise dont vous parliez tout à l'heure, il y a quelque chose qui est en train de se jouer en ce moment dans le rapport aux œuvres même. Et en même temps, les images, c'est des tokens, on s'en fiche. Et en fait, c'est-à-dire peut-être que les œuvres sont en train de devenir juste en fait, des interfaces et donc des écrans, qu'elles soient sur écran ou non. Et là, ça m'amène à... Au début, vous étiez très rapidement passé sur Benjamin. Et je me demande si, en fait, aujourd'hui, ce ne serait pas plutôt une approche de Simondon, c'est-à-dire, en fait, on voit les écrans ou, en tout cas, ces objets très complexes qu'on a avec nous, les smartphones, les téléphones, comme des individus à part entière. Et si on arrive à faire ça, en fait, on rétablit un rapport éthique avec le reste du monde. Parce que c'est-à-dire que si on le voit comme des individus, c'est qu'on se met à questionner le fait qu'en fait, on les réduit en esclavage. Donc, bon, mais c'est juste... Vous utilisez Simondon pour regarder votre smartphone comme un individu ? Ouais. Jusque-là. Et en quoi votre smartphone comme individu vous fait prendre conscience de votre esclavage ? Ah non, le smartphone, c'est ces objets complexes que sont nos écrans qui sont multifonctions aujourd'hui, parce que ce n'est pas les écrans des années 50. C'est qu'en fait, on en a besoin pour comprendre le monde, donc ça condense le monde. Et puis, en même temps, c'est des sommes de vie empilées, en fait. Que ce soit tous les ingénieurs qui ont abouti à ce que ça puisse exister, mais aussi les travailleurs, les mineurs, etc. Donc, juste se rappeler la valeur humaine en fait, de l'objet. Comme quelque chose qui est le résultat de la vie de personnes multiples, de vraies personnes, et pas juste des tokens. C'est ça. Mais... Encore faut-il y arriver. Et je me dis, c'est peut-être là que les œuvres peuvent faire quelque chose aussi. Rappeler que c'est pas juste un support à image, c'est aussi des objets et qui ont un coût humain aussi. Non, mais alors, ma manière de parler, elle est très moche. Mais donc j'ai pas le niveau intellectuel pour... Je sais pas qui c'est Simondon, donc j'ai pas le... C'est un théoricien de la technique. Mais j'ai pas le... Donc, en tout cas, mais pour le rapport à la vulgarisation ou la manière... Enfin, je suis un peu bouché quand je parle, mais c'est juste... C'est clair. Mais non, c'est juste que moi, mon sujet d'intérêt par rapport à ces technologies, c'est ça. La question de l'art et de l'ésotérisme d'un artiste ou du travail. Enfin, tout ça, c'est pas un... je l'ai mise de côté par rapport à ces sujets techniques dans le discours que j'y porte. Parce que je pense que qu'un artiste, c'est un artiste ou une artiste
ou que ça produise de quelle manière que ce soit, et que ce soit sur un téléphone. Parce que moi, je connais 3 quarts des œuvres d'art de toute façon depuis toujours sur des téléphones, hein, ou sur un ordinateur. Enfin, donc, en fait, cette problématique-là, elle change pas. Enfin, voilà. Donc, je voulais pas dire que ça n'existe pas, l'art ou les humains. Si c'était ça, non, j'ai pas compris, en fait. Non, je crois que la proposition, c'est que l'art change les choses en faisant prendre conscience que derrière la technique, il y a des personnes. Il y a des souffrances, il y a des joies, il y a des peines. C'est un petit peu... Je résume bien, je sais pas. Ouais, et puis je crois que l'image proposée par Simon Dong, c'est un peu... Il y a des pylônes sur nos collines, et au lieu de se mettre à les détester, les collines, parce qu'il y a des pylônes, ben, on peut les aimer avec leurs pylônes. Parce qu'on ne va pas refaire le monde, en fait. Mais là, vous nous portez sur un débat sur la technique. Est-ce que c'est vraiment le débat qui était posé, peut-être indirectement, mais la question, je crois, qu'on a discuté aujourd'hui, c'est plutôt la question du modèle économique. Comment une personne peut arriver de vivre de son travail artistique, de sa création, dans une société qui, a priori, refuse le gratuit. Parce qu'en fait, l'art, c'est ça. C'est le dernier espace de gratuité avec le sommeil. C'était l'art. Mais ça l'est plus, en fait. Ça l'a jamais été aussi. Comment ? Ça l'a jamais été. Non, en fait, non. Mais ça prétendait l'être. Et maintenant, ça peut même plus prétendre l'être. Et du coup, plein d'artistes disent plus que je suis artiste. D'ailleurs, ça me frappe cette année. Je lis dans les comptes rendus, les interviews, les artistes. Vous êtes artiste ? Ah non, je suis pas artiste. Ah, je fais du cinéma. Ito Steyer, je suis pas artiste. Voilà, mais oui. J'ai honte. Hein. Mais ouais, de le dire ou d'être artiste ? Déjà, avant, c'était compliqué, mais maintenant, c'est dur. Ouais. Y a-t-il d'autres questions ? Je crois. Merci beaucoup, Béatrice Joyeux-Prunel. Merci beaucoup, Naï Beloufa.